Mais simplement, on a retrouvé, fort heureusement, un certain respect pour ces phénomènes étranges auxquels, effectivement, on n'est pas forcément capable d'apporter une explication, une interprétation parfaitement convaincante. Ça s'est fait. Donc, si vous voulez, on peut dire en schématisant que les temps modernes sont marqués par un iconoclasme chronique. L'imagination est pourchassée comme folle du logis, c'est l'expression de Malebranche. Pascal parlera de l'imagination comme d'une maîtresse d'erreur et de fausseté. Donc, l'imagination est reléguée comme une voie sans issue qui n'a réussi qu'à produire justement tout un univers qui est certes fort séduisant esthétiquement. Il y a une esthétisation aussi, j'en parlerai à propos de l'art visionnaire, mais qui ne nous apporte aucune connaissance vraie. Bon, ce courant, que je schématise un petit peu, a fort heureusement subi un contre-courant, et on peut dire qu'au XXe siècle, avec d'une part, je ne veux pas être trop technique, mais l'adoption de la méthode phénoménologique, c'est-à-dire de si vous voulez, une méthode philosophique instaurée par Edmond Husserl et quelques autres, et adoptée par Carl Gustav Jung, adoptée par Mircea Eliade, comme étant, si vous voulez, une attitude justement de réceptivité et de respect des phénomènes tels qu'ils apparaissent. La fameuse expression de Husserl, sauver les phénomènes, c'est-à-dire laisser à l'apparition ses chances. Et à partir de là, tenter une interprétation, mais aussi écouter ce que la vision ou l'audition ont à vous dire. Ils ont eu un contre-courant avec l'adoption de cette méthode phénoménologique, y compris dans les sciences humaines, dans certaines, et en histoire des religions, surtout, ça a été très important, n'est-ce pas? Et en psychiatrie. Si vous voulez, la psychiatrie elle-même a adopté, enfin certains psychiatres ont adopté cette méthode qui effectivement consiste à prendre acte des délires pour ce qu'ils sont, mais aussi pour ce qu'ils ont à nous dire. Donc ça veut dire aussi que dans un discours ou dans une vision apparemment délirante, il y a néanmoins un message qui passe. Et ce message, c'est à nous de savoir ce qu'il nous dit. Donc ça part du principe que rien, en fait, n'est dénué de signification. Donc ça, c'est un tournant, disons, qui a été pris au début du XXe siècle et qui, fort heureusement, a complètement, inversé pour partie cet iconoclasme absolument imbécile qui s'est manifesté pendant la plus grande partie du XIXe en particulier, où là, il y a eu véritablement des destructions considérables. Alors, une place particulière devrait être faite, de ce point de vue, à la réhabilitation de l'imagination, si vous voulez, qui est inséparable d'une prise en compte pour nous aujourd'hui de l'expérience visionnaire. Si nous ne sommes pas capables de formuler au moins l'esquisse d'une théorie de l'imagination, nous ne pouvons nous contenter que de regarder les visions et puis de dire oui, c'est beau, c'est intéressant, ça m'émeut, etc. Mais nous ne sommes pas capables de fournir justement ce dont Victoria Cirlot déplore l'absence. Dans quel cadre allons-nous aujourd'hui accueillir ces visions ? Quel statut pouvons-nous leur donner ? La théorie de Corbin, dont je vous dis quelques mots, bon, cette théorie ne l'a pas inventée, il l'a déduite des textes mystiques et gnostiques qu'il avait traduits, étudiés, et dont vous trouvez la traduction dans la plupart de ses grands ouvrages. Il y en a certains qui ont été mis en bibliographie. Cette théorie dite de l'imagination active postule l'existence d'un monde intermédiaire. Autrement dit, en essayant d'être simple, s'il est vrai que la vie de l'âme a un rapport particulier avec la vie des images, autrement dit,
Le langage naturel de l'âme, ce n'est pas un langage conceptuel, c'est un langage en image, par l'image. Et s'il est vrai par ailleurs que l'âme sert d'intermédiaire entre le corps et l'esprit, c'est une fonction médiatrice. Ou alors la vie de l'âme est vouée à disparaître. Question, à mon sens, importante aujourd'hui. Il faut bien que l'âme puisse accomplir, je dirais, ce qui est sa vie à elle, dans un espace qui n'appartienne lui-même ni au monde matériel, ni au monde dit spirituel. De la même manière que l'âme est médiatrice entre le corps et l'esprit, eh bien, elle doit forcément pouvoir exercer cette activité imaginative qui est la sienne dans cet espace intermédiaire que Corbin a nommé le mundus imaginalis, le monde imaginal. C'est ce monde intermédiaire entre le sensible et l'intelligible, et vous voyez qu'on retrouve la question platonicienne, c'est-à-dire que si au plus bas degré dans le sensible, l'image est forcément dégradée, et si au plus haut degré elle est appelée à disparaître, il faut bien, s'il y a une vie des images, qui est à la source des expériences visionnaires, il faut bien qu'il y ait un espace intermédiaire où la vie des images a du sens. C'est là où se situent les récits visionnaires. Cet espace est en nous, nous le portons en nous. Mais simplement, il est occulté à la fois par la masse des images, si vous voulez, qui le remplissent et qui font qu'il n'y a plus de place, et il est occulté par le fait que nous sommes persuadés que c'est encore un degré inférieur de la connaissance et que finalement il faut nous élever encore plus haut par la contemplation et en finir avec les images, ce qui est le fait de certaines voies mystiques, mais c'est autre chose. Donc la pensée de Corbin de ce point de vue-là est tout à fait capitale par rapport à l'expérience visionnaire, parce que ça voudrait dire que c'est dans cet espace, c'est là que se situent les récits visionnaires. C'est leur lieu naturel. C'est dans cet espace intermédiaire que la vie de l'âme, j'allais dire que l'âme vit sa vie. Elle ne peut pas la vivre au plan des images ordinaires, elle ne peut plus la vivre non plus s'il y a un au-delà des images. Donc l'expérience visionnaire, ce serait l'expérience vécue par certains mystiques et visionnaires de la possibilité même de cet espace où se déploie la vision, qui n'est ni d'ordre sensible, ni, même si elle emprunte des éléments sensibles, ni d'ordre purement intelligible. Et c'est dans cet espace, et là on rejoint aussi ce que dit Jung, c'est dans cet espace que l'on rencontre des figures, des grandes figures archétypiques qui vont ponctuer le cheminement du récit visionnaire. Donc c'est un espace de rencontre de l'âme avec ces figures dans lesquelles elle se reconnaît elle-même.